Voilà, merci aux intervenants de remonter sur l'estrade. Vous voyez le grand nombre de questions que tout cela soulève, à la fois sur le plan technologique, je pense à l'impact du numérique soulevé par Gilbert Modéroche, sur la dimension politique aussi, sur laquelle on vient de terminer. On aurait lieu d'en débattre pendant des heures. Il nous reste, si je compte bien, 24 minutes avant de terminer cet atelier. Donc, je vous propose peut-être d'emblée de collecter quelques questions dans la salle, peut-être de collecter des questions par paquet, 2 ou 3 questions, ce qui évite de se bloquer sur un point. Donc, première question. Voilà, ici. Chemise bleu clair. Bonjour, donc Timothée Couchou. Donc j'habite en Allemagne et suis un peu en contact avec un Stadtwerk du Baden-Württemberg, donc je connais un petit peu le sujet. Donc comme Monsieur Teva Meyer l'a expliqué, la question de l'achat du réseau est centrale dans une démarche de localité, enfin de développement local. Est-ce que vous pouvez développer les arguments pourquoi est-ce que ce serait pas possible de racheter les réseaux en France au niveau local? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le faire? Merci. Vous notez la question. On en prend une deuxième. Alors, le monsieur dans le fond, les cheveux blancs, pardon, excusez-moi, de donner des repères pour ceux qui distribuent les micros. Cheveux très blancs, très très blancs. Oui, moi je voudrais peut-être revenir sur la question de la technique. Là, j'ai bien entendu Monsieur Desroches et je dois dire que alors effectivement j'ai les cheveux blancs, je suis peut-être un peu ringard, pas nécessairement, mais que quelque part cette ce que moi je l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois, je considère que derrière l'idée qu'on peut produire des machines, j'allais dire techniques parfaites, parce qu'il y a un nouveau, ça a toujours été une longue histoire. On a toujours pensé que depuis la société industrielle, qu'on était capable de produire des machines tellement parfaites que ces machines garantiraient à tout prix la sécurité et que ces machines passeraient outre les dangers, d'ailleurs qu'on connaît, de l'environnement et que par ailleurs elles sont d'autant plus parfaites que c'est une forme aussi de dépénalisation des choses environnementales. D'une certaine manière, on n'a plus besoin d'être responsable puisqu'on a son appareil et que finalement la volonté là-dedans, elle est complètement. On est véritablement des esclaves énergétiques. Enfin, cette notion a été reprise pour les énergies fossiles. Et là, effectivement, je suis un petit peu effrayé. Je veux pas dire que je suis contre la technique, mais je ne crois sincèrement pas qu'on pourra résoudre les questions centrales qui sont les questions de justice environnementale et de la crise climatique par, j'allais dire, une illusion de l'anthropocène capable effectivement de finalement maîtriser non plus son univers proche, mais maîtriser la planète. Donc voilà, cette réaction, ça me fait peur. Et puis l'autre question, c'est pas véritablement une question, mais je suis président d'une association qui s'appelle LitOcéan, Littoral et Océan, et je suis très intéressé par tous les exposés, mais on a dans le mix énergétique, on n'a absolument pas parlé des énergies marines renouvelables qui constituent aussi un potentiel considérable et qui vont créer aussi des quantités de problèmes, tous les problèmes que vous avez évoqués en termes de démocratie et en termes d'équité entre
sachant qu'effectivement, comme la mer est un lieu effectivement où il n'y a pas véritablement, les eaux internationales, pas véritablement de régulation, il y aura aussi le problème dans les zones économiques exclusives des États côtiers qui ont droit peut-être à ces nouvelles énergies, et puis des États qui ne sont pas. Enfin bref, toute une série de questions qui se posent. J'ai pas entendu parler des énergies marines renouvelables. Voilà. Merci de vos remarques qui ouvrent des champs aussi très très vastes. Alors, on va passer au côté droit. Moulin-Roussel, association Saint-Roch, espace Berdanos. Je m'adresse au Père Hervé. Et dans ces lieux, est-ce qu'on ne peut pas considérer que les chrétiens ont un devoir particulier en matière d'énergie et de moindre consommation électrique? Et est-ce qu'on considère que les milieux chrétiens sont suffisamment armés pour faire passer ce message? Bien, nous voilà 3 questions. Alors, je ne sais pas dans quel ordre on répond. Peut-être commencer par Théva. Je vais donc merci pour la question sur la question sur les réseaux de distribution. Alors applicable en France, non, pour une bonne et simple raison que en 1946, quand on a fait la nationalisation de l'électricité, on a décidé qu'il n'y aurait qu'un seul concessionnaire des réseaux, ce serait EDF, à l'exception faite des 5% du réseau français qui est encore géré par des entreprises locales de distribution. C'est des entreprises qui, au moment de la nationalisation, ont réussi à jouer leur va-tout pour survivre. Mais sinon, pour l'instant, la loi interdit notre entreprise à reprendre le contrôle. Donc ça, je pense que c'est une question très intéressante. C'est-à-dire que si on veut élargir et déconcentrer le marché de l'électricité en France, il faut permettre à des nouveaux acteurs de rentrer. Acquérir un réseau de distribution, c'est vu dans beaucoup de pays comme la première action pour rentrer dans le marché de l'électricité, pour la bonne et simple raison qu'on achète plus facilement un réseau de distribution qu'on construit une usine de production. Donc, une des pistes dans longtemps, je pense, puisque le poids d'EDF est ce qu'il est en France, est de modifier cette loi de 46, qui fait que pour l'instant, il n'existe que les EDF et les 5% de LD qui peuvent avoir le réseau de distribution. Pour être précis, les villes en question, c'est Strasbourg et Grenoble. Strasbourg et Grenoble, tout à fait. Ouais. Voilà, qui sont deux gaz et électricité de Grenoble, mais qui appartiennent de fait à GDF Suez. Qui après ont racheté d'autres entreprises un peu partout. On fait un petit peu une conférence, comme souvent en France, très rude sur EDF. Il faut quand même rappeler aussi quelques avantages de ce qui apparaît dans le débat d'aujourd'hui comme un inconvénient. Nulle part au monde, la qualité électrique n'est la même qu'en France. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Italie, vous allez en Allemagne, les ruptures, je cherche le mot, les coupures, micro ou pas micro, les micro-coupures, si vous allez dans la Silicon Valley, il y a des heures et des heures de coupures. Donc il faut aussi dire que on voit les côtés négatifs d'un système, il faut repérer quelques côtés positifs, et du nucléaire et d'EDF. Le Français ne sait pas qu'il peut avoir des coupures d'électricité de plusieurs heures, et tout autre habitant de la planète, et pas seulement des plus pauvres, le savent très bien. Non mais ça vaut le coup de le rappeler une fois. Mais de manière générique, il y en a de manière... Oui, sûrement, peut-être. Si tu prends des chiffres agrégés, il y a beaucoup plus de coupures en Allemagne qu'en France. Alors, je voudrais répondre à ma question. Moi, j'ai pas de réponse à votre question, monsieur. J'ai pas de réponse à votre question, si ce n'est que... Écoutez, la technologie, c'est la technologie du téléphone portable au TGV, de la télévision au micro que vous avez utilisé, sans oublier la caméra qui est à quelques centimètres de vous. Il y a un certain nombre de technologies qui aujourd'hui sont rentrées dans nos vies et nous facilitent la vie. On peut considérer qu'on vivait mieux avant, mais tous ceux qui considèrent ça le font souvent pour leurs voisins et pas pour eux, en considérant que eux en ont un usage assez normal. Il se trouve que ces technologies ne s'intéressaient pas ou n'avaient pas la capacité d'innovation, d'être des acteurs de la transformation énergétique. Elles le sont maintenant. Et très honnêtement, c'est pas d'autres technologies. Alors après, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'il y a que ça? Il n'y a pas que ça. Moi, j'étais là pour présenter cette dimension-là.
Il y en a d'autres. Il a été rappelé que j'étais président des Scouts et Guides de France, lesquels ont, ça me répond à votre question aussi, monsieur, puisque dans ce cas-là, je pense avoir quelques petites colorations chrétiennes, un programme qui s'appelle Habiter autrement la planète, qui invite les 70 000 jeunes qui nous rejoignent à avoir une certaine vision de la sobriété de consommation et le fait qu'on vit pas plus heureux en consommant plus, y compris dans l'énergie. Et donc, il me semble que d'ailleurs, cette démarche n'est pas anti-technologie. Il faut pas les séparer. Je finirai par une expérience qui a été en France au mois de juin, que j'ai trouvée fabuleuse. Au mois de juin, à Versailles, il y a eu ce qu'on appelle le Solar Décathlon. C'est un concours entre des écoles d'architectes du monde entier. Je crois qu'il y en avait 25. Et ce qui était très beau dans la réconciliation des jeunes étudiants de ces écoles d'architectes, c'est qu'ils mêlaient deux types de gens engagés que dans nos générations plus anciennes se trouvent assez séparés. Ce que j'appellerais le courant Pierre Rabhi, c'est-à-dire celui du réusage, d'une certaine sobriété heureuse que j'apprécie beaucoup d'un côté, mais les gens qui sont là sont pas très pro de la technologie. Et puis des gens qui pensent que la technologie va répondre à tout. Et de manière tout à fait fabuleuse, ces centaines d'étudiants du monde entier, architectes, ont fait 25 maisons sans aucune difficulté qui associaient les deux courants, qui étaient à la fois des maisons très sobres en matière et très engagées dans la récupération, et à la fois pilotées de manière très technologique pour être le plus positif possible et plus efficace. Il me semble qu'il y a dans cette réconciliation de tranches différentes d'acteurs du développement durable quelque chose qui donne beaucoup d'espérance pour l'avenir. Alors, je laisse la parole tout de suite à deux mots à Jean-Jacques Urquhart pour prolonger. Oui, c'est un complément à la même question. Je me trouve un peu en position d'avocat du diable dans cette affaire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la décentralisation. En France, il y a un vrai obstacle politique au fait que l'exemple allemand ne peut pas être repliqué. Il y a ce qui a été dit sur la qualité, c'est très, très, très simple. Il y a d'autres avantages aussi dans le système français. Mais il y en a un qui est très important, c'est que le consensus social, le contrat social qui a été passé implicitement, repose sur la péréquation tarifaire, qui est vue en France comme un élément énorme de solidarité entre ville et campagne. Alors comme Éric Lagandré qui est là, c'est qu'on a travaillé dessus pour critiquer ce concept, montrer qu'à terme, il a des effets pervers. Il faut savoir que les conseillers généraux en France sont ceux qui gèrent la péréquation tarifaire. Ça veut dire que c'est enraciné profondément dans la structure politique française. Et que si vous voulez, si on veut, je suis Béarnais, donc c'est-à-dire je suis plutôt fédéraliste, très sensible à ce qui se passe dans les montagnes entre l'Aragon, le Pays Basque et le Béarn. Je ne suis pas un centralisateur. Si vous voulez faire passer cette idée, il faut aller regarder avec les coopératives paysannes, avec ce qui se passe dans les rues, dans le monde rural, avant de commencer de bouger. Si vous bougez un cheveu de ça, vous avez tout le monde rural contre. Même dans des régions comme la mienne, d'origine, où ça serait intelligent de le faire. Je peux vous dire que ça serait intelligent de le faire. Il y a des traditions de coopératives dans ma région. Il n'y a pas de problème. Mais si vous touchez là-dessus, vous bloquez tout. Voilà. Donc c'est un problème très important qu'il faut savoir. Et c'est pas un petit détail. Hein. Le paradigme territorial, l'intégration de l'égalité territoriale dans le paradigme territorial français, c'est central. On ne peut pas comprendre comment est pensé le système énergétique français si on ne comprend pas qu'il est pensé dans le paradigme français qui est l'égalité des territoires. On ne peut pas comprendre la centralisation de l'électricité française et le côté contre la décentralisation et les énergies décentralisées si on ne comprend pas que tout est pensé dans ce système d'égalité. Et ça, il y a eu un excellent rapport parlementaire qui a été fait sur l'égalité des territoires en France, avec un très bon article dedans de M. Magnon, je crois, sur la question de l'égalité territoriale, énergie. Je conseille à tout le monde de le lire. Merci. Andreas Wick intervenir aussi sur ce sujet. Je n'oublie pas qu'il y a une remarque de la salle. Merci. I'd like to get back to the question of energy efficiency and the obligation of the Christians, especially the Christians. And we can talk about the obligation of Christians and Muslims, but in my opinion, we should talk about how to motivate everybody to behave different, to use energy in a different way. And I think that's a different question, but I think it's more important to find an answer to this. And again,
just a small story of a Belgian energy cooperative which has 50,000 members, and it's an energy provider, which means that the people, the inhabitants, get energy from this cooperative. 50,000 members. And in the last 6 years, these 50,000 members reduced their energy consumption of 50% down. 50% in the last 6 years. What happened? They became a member of the cooperative, and they said, okay, what's the meaning to be a member of this cooperative? And now they calculate how much electricity need has my refrigerator, for instance. Makes it sense to buy a new one, or to let the old one in my kitchen? What's in my refrigerator? Yeah, and the CEO, the board member of this cooperative, told me that his daughters stored a lot of pizza and things like this down in the last part of the refrigerator. And now every day he's looking what's in the latest part of this refrigerator, what's in. That's a different behavior, a different awareness of energy. And maybe this is a story of citizens' involvement. If you involve the people directly to energy becomes a quality. People think about energy and energy use. So this has nothing, in my opinion, nothing to do with Christians or with Muslims or something like this, or with green-inspired people. This has to do with, do I think about it? What's the motivation to change something in my life? It's not only the cost of energy. So this is... Merci. Une demande d'intervention qui revient un peu sur la question de la centralisation, décentralisation. Je pense qu'il est sans doute illusoire de vouloir transporter ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui se passe en France dans ce domaine-là comme dans beaucoup d'autres. Mais il y a peut-être un moyen de trouver une voie française vers la démocratisation du fonctionnement d'EDF en particulier. Le fait qu'il n'y a pas de micro-coupure, ça provient du fait que tout ça c'est bien sérieux, c'est des gens qui ont bien étudié leur affaire. Peut-être que la centralisation permet de généraliser les bons concepts, tout ce qu'on voudra, mais je ne vois pas en quoi tout ce qui la gouvernance de l'entreprise elle-même ne pourrait pas être modifiée pour que l'initiative locale à différentes dimensions puisse y avoir une importance, et notamment en matière de décision stratégique et de mix, de définition de ce que doit être le mix énergétique, puisque le fait que c'est centralisé en France, ça n'a pas empêché que là, tout à fait récemment, l'État a décidé qu'il avait rien à dire, pas son mot à dire sur l'amortissement du parc nucléaire. Ça n'a aucun rapport. Et ça, c'est pas dans la loi de 46 que c'est EDF qui doit décider de tout et de rien sans rien dire à personne. Oui, vas-y. CA, le Conseil démocratique dans l'État français. On peut. Non mais on peut tout dire et son contraire. Non mais on peut tout dire et son contraire. Aujourd'hui, il faut bien que l'entreprise qui n'est pas là trouve quand même une manière. C'est pas moi qui m'exprime en son nom, mais quand même, il se trouve que c'est l'État français qui fixe la vision, par exemple, de la transition énergétique. On peut être d'accord ou pas, c'est le fruit d'un très grand travail très compliqué. Après, il n'est pas complètement impuissant dans l'écriture et dans le vote de la stratégie d'EDF. Bien sûr. Et réciproquement. Non. Je sais pas si Jean-Charles... Non mais tout à fait. Non mais attendez, là c'est pour calmer le jeu sur cette affaire, c'est parce qu'on peut pas on peut pas répondre à cette question comme ça. Relisez les anecdotes que je vous ai données sur le choix nucléaire français. Non pas sur le choix nucléaire qui, lui, vraiment, culturellement, était résultat d'un consensus. Il y avait le PC à l'époque, je me rappelle, il y avait le PC. Si vous étiez contre le nucléaire, vous étiez un passéiste. Là, je vous parle des années 60. Donc,
on va dire, les Français étaient globalement pour le nucléaire. Ce qui est là, votre question, c'est pour ça que ce que j'ai dit sur Alain Perfit est tout à fait important. Et les anecdotes que je vous ai racontées, c'est quoi? C'est la faillite de l'État français en tant que processus démocratique, de contrôler une entreprise qu'on pouvait contrôler. C'est pas moi quand dans les anecdotes, je ne mets pas en cause les dirigeants d'EDF qui ont joué leur jeu, si vous voulez. La question c'est quelle est la réflexion sur la démocratie et le contrôle de ça. Et alors là où je suis dur sur un truc comme ça, c'est que quand je raconte ça, regardez 81, là j'étais témoin, c'est que il faut s'interroger sur la capacité technique des politiques de discuter avec les techniciens. C'est-à-dire que là, vous avez un problème où vous avez un tel écart entre ce qui est dit et... Non mais... Nous sommes d'accord. Non mais nous sommes d'accord, non mais attendez. Ça, on sait. Non mais heureusement, ça, on sait. Je suis payé pour ça. La question, c'est que... Non, ça, franchement, on sait. La question qui se pose, c'est un problème d'inversion du contrôle. C'est que ce sont, si vous voulez, les politiques font semblant de contrôler, et c'est pas le seul domaine, des choses qui ne contrôlent pas. C'est une vraie question française très importante. Donc, EDF est un exemple parmi d'autres, mais si vous posez le problème avec un diable et des anges, en gros, vous êtes fichu, quoi. Voilà. Donc, la question, on peut pas dire autre chose là maintenant, quoi. Voilà. Mais alors, ceci dit, ça me permet parce qu'il m'a demandé de répondre à Calahorra un petit peu là-dessus, parce qu'on peut pas répondre à la question telle que tu l'as posée en 2 minutes. En fait, je crois pas que ce qu'il y avait dans l'exposé, c'était la technique va nous sauver. Hein. La question, c'est que par ce biais aussi, la technologie, elle est vraiment enracinée sur la société. Il faut s'interroger comment elle fait la société pour s'arranger avec cette technique. Donc, à aucun moment, je pense qu'il faut penser que la technique, elle va nous sauver. Il y a cette coévolution entre les institutions, l'anthropologie qui est derrière. Bon, ça en fait partie, ça, si tu veux. Hein. Le fait que les Français, sous hypnose, je répète ça, c'est pas un gauchiste qui a sorti ça, aient accepté de faire le choix irréversible, dont les gens d'EDF étaient conscients qu'éventuellement ils posaient problème. Ils le disaient. Comment ça se fait qu'on a fait ça? Ça répond à ta question. D'abord, je vous signale que dans le numéro 70 de la revue Études, il y a un article sur technologie et démocratie. Voilà, c'était petite au passage. Il nous reste, si je compte bien, précisément 2 minutes. Et oui. J'ai vu au moins 6 ou 7 mains qui se sont levées. Donc, il y aura des frustrations dans la salle. Je vais laisser le micro à Sylvain Lavelle, qui est dans l'organisation du colloque, donc il y a une certaine priorité. Qui a juste levé la main avant, en fait. C'est la seule raison. C'est pas tout à fait sûr. Il y avait d'autres mains avant. Mais enfin, vas-y quand même. Non, mais je vais juste poser une question peut-être à plusieurs des intervenants. Parce que, effectivement, il y a un rapport un peu ambivalent de la France envers l'Allemagne, qui est considéré sur plusieurs plans, aussi bien énergétique que social, comme à la fois un modèle et un anti-modèle. Voilà. Et d'une certaine manière, on peut se poser la question du problème de la cohérence entre les différents niveaux de déploiement de cette transition énergétique, puisqu'on sait qu'il y a des incohérences assez fortes, notamment entre d'un côté la production d'énergie en Allemagne, notamment sous de formes coopératives, et puis le transport de l'électricité et donc l'acheminement vers les lieux où les besoins étaient les plus forts. C'est peut-être un des points d'achoppement assez importants de la transition allemande. Et de ce point de vue-là, autant l'Allemagne peut être un modèle par l'initiative assez précoce et massive qu'elle a prise en matière de transition, autant là, elle peut être aussi un contre-modèle. Mais inversement, j'ai le sentiment, et peut-être ce serait intéressant d'avoir l'avis de gens qui ont un pied dans le domaine technique et dans le domaine politique, j'ai l'impression qu'en France, on est en train de prendre une voie du fait de notre tradition politique centralisatrice, entre autres, mais aussi de notre tendance, disons, très technicienne des élites, pas forcément toujours très transparente d'ailleurs, à cumuler les inconvénients des deux systèmes. C'est-à-dire que nous allons avoir une transition énergétique probablement qui va peut-être faire un effort du côté de la décentralisation, surtout si on arrive à modifier le cadre législatif, et en même temps on va conserver un réseau centralisé, ce qui est la pire des hypothèses, voilà, à mon sens. Il y a la question de la puissance publique. Merci, monsieur. Il y a la question de la puissance publique et son moyen d'investissement. Le cumul des puissances publiques allemandes a un moyen d'investissement supérieur à ce que fait la France. Et ça nous amène dans un autre sujet qui est le lien entre perspective et prospective.
et que on est entre les deux, la technologie jouant son rôle entre ces deux-là, et donc il y a toujours un côté de risque. Si on regarde les technologies les meilleures qui apportent l'énergie le moins cher au moment où on se parle, de fait le nucléaire a pas beaucoup de critiques. Sur ce sujet-là, laissez-moi finir. Sur ce sujet-là, tel qu'il est présent maintenant, alors que les énergies renouvelables, telles qu'elles sont installées en Allemagne, ne le peuvent être que dans un pays qui a beaucoup les moyens d'investir. Si on regarde le moyen terme, avec l'évolution de ces technologies tel qu'il est, le prix des installations qui diminue quasiment de moitié tous les ans, on est tout de suite dans une autre logique et dans un autre type d'investissement. Et il me semble que l'idée, c'est de prendre tous ces sujets-là ensemble. Et que, comme je le disais en entrée, les technologies qui aujourd'hui sont dans le champ de l'énergie aujourd'hui n'étaient pas là il y a 2 ans, pour un certain nombre d'entre elles. Celles de dans 2 ans sont souvent très différentes de celles dont on parle aujourd'hui. Et que, dans cette dynamique-là, il y a un risque politique plus ou moins mesuré avec la capacité d'investissement qu'on a. Et puisque chez Apport, j'ai quand même été très titillé par le monsieur sur les technologies. Vous avez un monsieur qui est là qui s'appelle Didier Coulon. Il me regarde pas, le monsieur. La première fois que Schneider Electric installe les produits dont on a parlé, c'est avec un partenaire qui s'appelle Habitat et Humanisme, dans 50 logements d'Habitat et Humanisme. Et je vous promets que ces technologies qui permettent à des gens qui ont un reste à vivre très petit, qui leur permet de réduire leur consommation de 200 €, c'est vraiment très important pour eux. J'ai pas dit que c'était la solution à tout. Il se trouve que sur le chemin, ça peut être aussi pour ces personnes-là le moyen d'accroître leur reste à vivre, et c'est important quand on sait que la précarité énergétique augmente dans les pays matures. Oui, Andreas a demandé la parole, et ensuite Jean-Charles. Mais c'est Andreas ou moi? C'est là, lui. Tu me donnes le truc dont je ne savais pas. Voilà, j'enlève. Okay. Probably everybody in this room fears changes in his life. I think that's human. Especially if it's a technological change or technological shift. 100 years ago, people said it's impossible to survive driving faster than 30 kilometers per hour with a car. It is still dangerous today to drive a car, but you can survive a car drive with 100 kilometers per hour. So it's a new technology, and there are a lot of different things, but I think technology will not be the problem. It's more the problem how to build up this new kind of technology, how to involve the people, and how to explain what this new technology means in your daily life. That's different to fear of new technology. And this discussion about the German energy transition and the situation in France, the key is technology. It's not the regulation, it's technology. Because if we have, in a couple of years, a good storage technology, then it's possible that you have, for instance, multi-family houses with solar panels on top, or with a common bioenergy wood chip plant, for instance, for the heat. And you can store the energy. And if you have systems like this, then we can discuss about the grid in France. It's all without the grid. Electricity is very difficult, so it's not easy to say, okay, it's only a small step in technological change and this will all work, especially not for the big cities and the industrial centers. So we need other big solutions, still big solutions for this, but in rural areas there will be a lot of possibilities and a lot of possibilities for the people to do things different. Even if we have a central energy utility or not. That's what we see in Germany now, with the heat, especially with the heat. Okay. Merci. La parole à Jean-Charles Aucarte qui va terminer. Voilà. Après, je prends plus, mais c'est sûr. Non, mais après nous terminons de toute façon. D'accord, bon, alors. D'accord. Non, mais je suis forcé de reprendre la parole sur cette affaire avec l'Allemagne, y compris pour parce que la meilleure façon de bloquer les débats, pour ça j'ai insisté sur la controverse, les symboles, c'est de dire on a un bon modèle, c'est le modèle allemand, un mauvais modèle, c'est le modèle français.
Ça, vous êtes sûr que vous perdez. Deuxièmement, j'ai été témoin. Ce que je dis, c'est des vrais mots que j'ai entendus. En France, on a tendance à penser que les Allemands sont trop romantiques et pas rationnels. Non mais, c'est vrai. Et que leur Energiewende va se casser la figure. Ceci dit, vous enlevez l'accusation de romantisme, dont il faut se débarrasser. Il est vrai que le Energiewende pose des problèmes en Allemagne, et comme je travaille avec des collègues allemands, je peux vous dire que il se pose des questions. Et ces questions sont de quelle nature? On n'est pas sûr du tout de pouvoir maintenir les feed-in tarifs, et on n'est pas sûr de maîtriser complètement les effets de bord sur le réseau. Et on sait aussi qu'on fâche les Néerlandais, j'étais témoin de clash, les Suisses, les pays autour. Parce que c'est eux qui, de temps en temps, sont forcés, se trouvent un peu gênés dans leur gestion interne. Donc, or, c'est tout à fait sérieux, cette histoire. Et, si vous voulez, donc, il faut donc bien établir, on parlait de la responsabilité des chrétiens, je dis pas aux chrétiens de le faire, mais c'est pas seulement d'être sobre, c'est de s'arranger pour que les gens ne se fixent pas sur de faux débats. C'est tellement facile. Avec des faux diables. D'accord? Bon. Il y a une deuxième contrainte qui pèse sur l'Allemagne. Elle est de nature macroéconomique. Aujourd'hui, comme, d'où mon exemple de la France, qui n'a pas si bien réussi que ça sa réponse au choc pétrolier, on a eu un grand succès technique et pas forcément un très bon succès économique. De même, l'Allemagne aujourd'hui commence vraiment à se poser des questions sur la viabilité macroéconomique de son affaire. Donc, dans les deux pays se posent des questions d'interconnecter les compétences, de se rendre compte que les solutions qui marchent bien, quand on les généralise, c'est pas si simple. Enfin, on a tous les mêmes problèmes à se poser, mais on l'a dans des contextes différents, dont la seule façon de s'en tirer, c'est de surtout ne pas créer des lignes de division sur le nucléaire. Ça, j'espère, voilà, c'était convaincant là-dessus. Deuxième ligne, les cultures institutionnelles qui ne vont pas bouger en 10 ans. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on peut de fait aider les deux pays, et je pense à titre personnel surtout la France, mais voilà, quand même, évoluer beaucoup plus rapidement. Donc c'est un appel à ne pas crisper les discussions, parce que j'étais témoin, je termine là-dessus, j'ai fait assez de colloques internationaux, où vous avez vu que j'ai quand même une certaine distance par rapport au nucléaire français. Beaucoup d'Allemands me prenaient pour un nucléariste fou, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pas bon. Donc il faut donc bien changer un peu le regard sur les autres. Voilà, ça aussi, c'est peut-être chrétien. Voilà, c'est une bonne conclusion pour notre atelier. Merci.